Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Interview. L'épreuve de philosophie au bac fait souvent peur et l'on ne sait pas très bien comment s'y préparer. Faut-il relire son cours, travailler les annales, apprendre des citations par cœur ou ne rien faire, sous prétexte que tout dépend du sujet? Dans cette émission, nous verrons comment réviser la philosophie pour le bac. Avec nous sur le plateau, M. Réginald Ferguson-Guerrier, maître en philosophie, normalien supérieur, professeur de philosophie. Monsieur Guerrier, c'est un plaisir de vous recevoir pour cet entretien. Plaisir partagé, madame. Merci pour l'invitation et bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de l'interview, espérant qu'on va passer un très bon moment philosophique. Ah, je l'espère également. Dites-nous, quelle est l'importance d'un cours de philosophie en terminale? Parce que souvent, il y a des gens qui parlent de matière ça parce qu'il y a un anti-genre utopique, il y a des mots qui sont un petit peu inintelligibles. Donc, explique-nous. Bon, la question de l'importance de la philosophie a toujours été l'une des questions les plus importantes dans toute l'histoire de la pensée critique en tant que telle. Et réfléchir sur l'importance de la philosophie, c'est d'abord réfléchir sur ce à quoi elle sert en tant que telle. Maintenant, on ne peut pas dégager ou encore réfléchir sur l'importance de la philosophie si on ne sait pas ce qu'elle est. Oui. La philosophie, c'est avant tout une forme de pensée rationnelle. Elle est indiscutablement une discipline de l'esprit. Elle n'est pas tant une science dotée d'une méthode propre, d'un objet d'étude propre, qu'une tournure d'esprit. À cet égard, la philosophie tient sa spécificité même dans le fait de pouvoir réfléchir, de penser. Donc, la philosophie, c'est avant tout une discipline qui sert à créer des concepts, si on peut parler le langage d'un philosophe français, Gilles Deleuze, dans qu'est-ce que la philosophie. Donc, la philosophie consiste avant tout à créer des concepts, à créer des idées, à créer des abstractions à partir d'une certaine réalité. Donc, maintenant, faire de la philosophie une discipline pratique, ou de réfléchir sur l'importance, ou encore l'utilité de la philosophie, c'est avant tout réfléchir sur l'importance de réfléchir ou de penser, ou encore de vivre. Donc, la philosophie, c'est pas seulement un mode de vie, c'est pas seulement un mode de réflexion, mais c'est aussi une théorie. Donc c'est à la fois théorie, c'est à la fois manière de vivre, c'est aussi manière d'être. Donc la philosophie s'inscrit dans cette forme de recherche personnelle, quête de soi et aussi quête de la sagesse, et aussi quête de la connaissance. Donc elle sert quand même à quelque chose. Bien sûr, le fait qu'elle ne sert pas en termes concrets, comme c'est le cas dans les sciences, mais elle sert à réfléchir, au moins à remettre en question certaines réalités, à comprendre l'origine de certaines questions jugées fondamentales, comme qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le juste, qu'est-ce que Dieu, où habite-t-il. Donc c'est des questions qu'on ne peut pas ne pas se poser. Donc c'est pas en terminale qu'on apprend à réfléchir. La philosophie, elle devient cette matière qu'on a introduite en terminale, mais bien avant la classe terminale, l'homme réfléchit, l'homme naît pour réfléchir. L'homme naît pour réfléchir. Et on ne peut pas séparer la réflexion de l'homme. Donc l'homme, en tant que réalité intelligible, il est aussi une réalité matérielle, mais cette réalité matérielle doit être pensée par l'esprit. C'est en ce sens que la philosophie peut servir à quelque chose, et en tant que discipline d'interrogation. Et vraiment, quel est le contenu d'un cours de philosophie en terminale? La philosophie n'a pas un contenu propre, parce qu'elle en a tellement. Et si on prend la conception un peu grecque de la philosophie, ça peut être la conception un peu Platon ou Aristote, et la philosophie, elle est décrite plus particulièrement chez Aristote comme étant la mère des sciences, ou encore la totalité du savoir dans la mesure du possible. Maintenant, si on fait de la philosophie la totalité du savoir, et il y a des savoirs qui ne sont pas forcément des savoirs philosophiques. Et donc, c'est une façon de montrer que la connaissance, c'est bien sûr un but de la philosophie, mais n'est pas le seul but de la philosophie. Parce que la philosophie, c'est avant tout recherche de la connaissance, mais c'est avant tout la manière de vivre. C'est une manière de vivre. Il faut vivre sa pensée et penser sa vie. Donc la philosophie implique cette double relation entre le sujet pensant et le sujet qui pense l'objet aussi. Maintenant, la philosophie n'a pas un contenu propre. Le contenu de la philosophie dépend de celui qui pense. Si je dis que la philosophie m'aide à réfléchir, donc la réflexion devient le contenu de la philosophie. Si la philosophie doit m'aider à comprendre le monde devient le contenu. Maintenant, ce n'est pas à la philosophie d'avoir un contenu. C'est à celui qui réfléchit, qui philosophe, d'imposer un contenu propre à la philosophie. Parce que la philosophie n'est pas une connaissance. Ce n'est pas une connaissance, c'est une forme de pensée. En tant que forme de pensée,
elle requiert bien sûr des données. Donc la philosophie porte sur des contenus que nous l'avons imposé. On peut réfléchir sur la vie, sur le monde, sur l'esthétique, sur le beau, sur le monde, sur la religion, sur l'art, sur la politique, sur la démocratie, etc. À ce moment, il y a un contenu propre. Donc maintenant en terminale, le contenu que l'on a en terminale n'est pas le contenu de la philosophie. L'examen, en terminale, les élèves doivent subir un examen à la fin de l'année. Oui. Donc, c'est dire qu'il y a un ensemble de questions à répondre. Donc, cette prétention selon laquelle la philosophie pose des questions, elle ne répond pas, elle tombe dans la mesure où il y a des questions qu'on doit répondre. Mais si on doit répondre à des questions, cela sous-entend qu'il y a un contenu à maîtriser. Justement. Et ce contenu-là, c'est exactement dont l'enfant doit être en mesure de dire ce que c'est que la science, ce que c'est que le rapport entre la philosophie et la science. Et qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce qu'un philosophe? Et quel est le rapport entre la philosophie et la culture? Donc la culture entre les rapports innés, acquis et les manifestations de la culture. Donc la philosophie réfléchit sur ces notions-là et sur la civilisation, la socialisation. C'est des questions qu'on aborde en terminale. Indépendamment de ces questions-là, on réfléchit aussi sur des questions de morale, des questions d'éthique, des questions politiques, des questions de justice, des questions de droit, des questions de conscience morale, des questions de bonheur, liberté. Donc c'est autant de concepts sur lesquels on réfléchit en philosophie. Il n'y a pas que ça. On réfléchit aussi sur la logique, le réseau. On apprend à réfléchir, à déterminer le vrai du faux. On réfléchit sur les types de raisonnement, sur le type de logique, et on réfléchit sur les relations entre la science et la technique, les sciences mathématiques. Donc la philosophie a un contenu qui est très riche et pour lequel il faut beaucoup de concentration et beaucoup d'attention. Et c'est à ce titre que les enfants en terminale doivent s'initier. Ah oui, et j'ai une question. Oui. Bon, c'est vrai, et, dès le début, on avait dit qu'il y a des personnes qui trouvent la philosophie comme, je viens tout juste de le dire, bon, tu viens de nous expliquer certainement, et c'est une tournure de pensée, il faut vraiment avoir son contenu, mais là, quelle appréhension constatez-vous chez les élèves qui arrivent en terminale? Bon, moi, personnellement, quand j'ai été en terminale, j'ai eu cette passion d'avoir le premier cours de philosophie. Et quand je suis arrivé en classe, je n'ai pas eu le premier cours en philosophie. Il fallait attendre presque 2 à 3 mois pour avoir le premier cours de philosophie. Et le professeur de philosophie se faisait toujours attendre. Quand il est arrivé, l'une des premières questions qu'il a posées, c'était « Qu'est-ce que Dieu ?» Ah bon? Et on a passé presque 2 mois à réfléchir sur qu'est-ce que Dieu. Moi, j'ai pensé à l'idée que la philosophie était réservée strictement à une réflexion sur Dieu. Oui, la philosophie réfléchit sur Dieu, mais ce n'est pas la question principale. Donc maintenant, l'idée selon laquelle que la philosophie peut faire peur, ça ne tient pas toujours. Maintenant, dépendamment de la personne qui vous a introduit en philosophie. Si le professeur de philosophie vous introduit la philosophie comme étant une forme de pensée, comme étant une quête personnelle, comme étant une manière de réfléchir, de remettre en question certaines réalités, on va l'aimer. La philosophie ne va pas nous demander de l'aimer. C'est à nous de la pratiquer. Donc si c'est une pratique, ce n'est pas à la pratique de nous aimer. Donc si c'est une forme de pensée, c'est une manière de réfléchir, on ne peut pas ne pas réfléchir. Donc dire que l'on n'aime pas la philosophie, c'est encore mieux faire de la philosophie. Parce qu'on ne peut pas refuser sans penser. Donc, ce rejet de la philosophie de la part de certains jeunes ou bien de certaines personnes non initiées à la philosophie pour la philosophie, c'est encore philosophie. C'est une forme d'introduction personnelle à la philosophie. Donc, c'est aussi une façon de remettre en question certaines manières de faire pour imposer de nouvelles manières de faire. Donc, ce n'est pas la philosophie de s'imposer en tant que discipline de réflexion. Mais je crois qu'il y a une invitation personnelle à celui qui voulait être philosophe. Donc, quiconque veut devenir vraiment philosophe doit cesser un jour de penser différemment. Oui, oui, certainement. Et il y a d'autres questions. Mais c'est vrai, on va aborder une partie très, très essentielle en ce qui a trait comment s'organise le texte d'examen de philosophie au baccalauréat. Je voudrais que vous puissiez prendre le temps de bien nous expliquer, vraiment. Avec plaisir. Bon, j'ai compris la portée pédagogique de cette émission. Il y a aussi votre public un peu philosophe, ou de moins un public qui va composer au baccalauréat. Oui, justement. Quand nous étions au bac, en philosophie, on a eu un examen de philosophie
en 3 parties. Oui. Il y a un sujet de dissertation au choix, oui, c'était sur 70%. L'étude de texte aussi au choix, 70%. Et puis les questions de cours, 30%. On avait les questions traditionnellement, quelle est la thèse, quelle est l'idée centrale, ou quelle est les maîtresses, les étapes de l'argumentation. Il y a toujours une phrase tirée du texte, ou du moins sur une question formulée à partir du texte. Et puis la dernière question, quel est l'intérêt philosophique, la fameuse question oui. problème au baccalauréat. Et puis, il y a eu les questions à choix multiples. Mais moi-même, quand j'ai été composé au baccalauréat, je n'ai pas eu des questions à choix multiples. J'ai eu des questions du genre... en quoi consiste le relativisme culturel? Ou du moins, qu'est-ce qu'un philosophe? Donc là, il fallait produire un raisonnement dans lequel il fallait montrer ce que c'est qu'un philosophe. Ou du moins, en quoi consiste, ou du moins, quel est le sens de ce concept relativisme culturel. À partir de 2008-2009, je crois qu'on a modifié le format des examens. Ok. Je crois que c'est de Rogueté Mémoire. C'est un ex-ministre de l'Éducation nationale. C'est un certain Gabriel Bien-Aimé. C'est lui qui a introduit le bac avec les questions à choix multiples. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu que c'était le malheur de la philosophie en Haïti. Pourquoi vous dites ça? Les questions à choix multiples. Comment réfléchir... Demander à un enfant de choisir entre A et B en philosophie, c'est fait de la philosophie de QCM quand même. Or, c'est une matière qui incite à la réflexion. Quelle réflexion possible en le fait de choisir A, B, C, D? Donc, quelle est la bonne réponse? On tue déjà la réflexion. Or, l'enfant passe toute l'année à répondre, à faire des exercices, des présentations, des recherches personnelles, des exposés. Et puis, à la fin de l'année, vous pensez que la question à choix multiple... Pour moi, personnellement, ça ne suscite rien en termes de réflexion. Maintenant, c'est vrai, comme vous dites, on peut toujours faire A, B, C, D. Et là, on peut tirer, essayer de tirer au sort peut-être... on peut se fermer les yeux, on choisit Justement. Maintenant, à partir déjà 2006, 2007, on a commencé avec le nouveau secondaire. Et puis 2010, réellement, ça a pris forme. Ça commence à prendre forme. Aujourd'hui, on est en train d'expérimenter le nouveau secondaire. Le nouveau secondaire, c'est un tournant dans l'enseignement en Haïti. Ça exige bien sûr beaucoup de matériel, beaucoup de professeurs compétents, qualifiés. Et la manière de faire aussi. C'est plus l'élève c'est plus le professeur qui est au centre de l'apprentissage, mais c'est l'enfant qui est placé au centre de l'apprentissage, comme le voudrait par exemple un philosophe allemand du genre Emmanuel Kant. Et à partir de l'expérimentation du nouveau secondaire, on a un autre format. On n'est plus dans le traditionnel, même si on continue encore à organiser des examens de philosophie pour le traditionnel. Oui, parce qu'on ne sait pas encore mort, mais il est en passe d'être un cadavre. Et on a un examen en 3 parties, comme c'est le cas pour le traditionnel et aussi pour le nouveau secondaire. Et il y a A, B, C. Oui. C'est pareil aussi. La différence, c'est au niveau des questions de cours pour le traditionnel. En traditionnel, vous avez des questions à choix multiples. Et puis, il y a eu l'étude de texte à choisir avec la dissertation philosophique. On choisit de faire soit l'étude de texte en répondant aux questions du texte. Attends. Tu dis au traditionnel, il y a des questions de cours ou traditionnel, bien... il y a dissertation, comme vous le voyez. Il y a étude de texte. Il y a aussi questions de cours. Ok. Mais les questions de cours ne sont pas formulées de la même manière que le nouveau secondaire. Ok, oui. C'est la différence. Et l'autre différence, c'est là la différence dans les questions de cours. Là, ce que vous avez sous les mains, c'est un examen du nouveau secondaire. Ok. Donc, l'architecture ou bien la forme de l'examen du traditionnel n'est pas comme ça. Okay. Il y a l'étude de texte, bien sûr, ça ne change pas. Ça ne change pas, ok. Les sujets ne changent pas, mais dans le traditionnel, il n'y a pas des pistes d'orientation, comme vous pouvez le constater. Ok. Et puis, dans la 3e partie, il y a les questions de cours obligatoires. On demande aux enfants de reproduire et compléter avec la bonne réponse. Oui.
Donc là, maintenant, c'est des questions à choix multiples. Dans le nouveau secondaire, c'est pas comme ça. Dans le nouveau secondaire, on maintient bien sûr les 3 parties, à savoir dissertation, étude de texte et puis les questions de cours à réponse courte obligatoire. Et ça va durer 3 heures de temps pour toutes les séries, SMP, les sciences mathématiques physiques et les sciences vie et terre et de la terre. Et vous avez un examen pour 2 séries. Et cet examen compte sur 200 points. Les séries, les sciences économiques et sociales et langue, lettres, art comptent sur 400 points. 400 points. Voilà. Maintenant, c'est la même structure. La cotation change. Mais l'autre différence, c'est que les séries sciences mathématiques et physiques et les sciences de la vie et de la terre ne sont pas évaluées en psychologie au baccalauréat. Okay. Cependant, les séries sciences économiques et sociales, langue, lettres et arts sont évaluées en psychologie. En revanche, ne sont pas évaluées en sciences mathématiques. En sciences mathématiques, ok. Maintenant, vous avez un examen en 3 temps, en 3 parties, grand A, dissertation, et grand B, étude de texte, grand C, question de cours à réponse courte. Qu'est-ce qu'on demande maintenant dans la première partie, dans la dissertation? On demande aux enfants de construire un raisonnement logique. Donc la dissertation prend un temps, ça exige un minimum d'informations sur un sujet, sur une question donnée. On ne peut pas s'imaginer disserter le jour du baccalauréat. Il faut une certaine pratique de lecture pendant toute l'année académique, se familiariser avec les concepts du programme. Et c'est la raison pour laquelle... C'est ce que j'allais vous demander. Si vous permettez, c'est la raison pour laquelle le ministère a décidé, par l'entremise de la direction de l'enseignement secondaire, de communiquer les thèmes et les items retenus pour l'évaluation en philosophie. Ok, on communique les thèmes. Donc, les thèmes, c'est la philosophie, culture, nature, et la mémoire, le langage. Et ça, c'est en philosophie, c'est en conditions humaines. Et on a aussi des thèmes comme le sujet, le conscient, l'inconscient, et la mémoire. Bien Donc, là, la philosophie, le programme de philosophie au niveau secondaire est subdivisé en 3 grandes parties. Il y a la condition humaine, il y a le savoir, il y a l'agir, ce qu'on appelle la morale. Mais dans la partie conditions humaines, on réfléchit sur des questions, sur des thèmes comme la philosophie. Là, on demande à définir la philosophie, à réfléchir sur le concept de philosophe, la culture, la nature, les manifestations de la culture, etc., etc. On réfléchit sur la mémoire, le conscient, l'inconscient. On voit les théories et en psychologie. On voit également les méthodes, la méthode introspective, la méthode intersubjective. Donc, on doit pouvoir lire sur ces thèmes. Il faut lire ces thèmes pour avoir le contenu. Pour avoir le contenu, parce que si vous n'avez pas de contenu, vous ne pouvez pas disserter. Ça va de soi. Et puis, vous avez le savoir qui est la deuxième grande partie, où on a la connaissance. Là, on réfléchit sur des thèmes comme la logique. Là, on demande à définir la logique, les types de raisonnement, le rapport entre la logique et la psychologie. On réfléchit aussi sur la connaissance et l'opinion, les types de connaissances, les sources de la connaissance. On réfléchit sur les sources. Là, il faut voir l'expérience, il faut voir la raison. On réfléchit sur les différentes formes de la connaissance vulgaire, connaissance scientifique, connaissance philosophique. Attendez, il y a une question assez technique. C'est vrai, je crois que vous pouvez essayer de répondre de manière plus brève. On peut avoir le contenu, mais là, l'élève veut dire, je veux pas être, je ne vais pas faire l'erreur et d'être hors sujet, ou bien d'avoir une absence de problématique, ou bien... Bon, il y a d'autres peurs. Et donc, comment faire pour les surmonter? On ne va pas faire un cours complet de oui, mais donnez-nous quelques... Au baccalauréat, voilà ce qu'on demande aux enfants. En dissertation, on demande aux enfants de construire un raisonnement qui prend la forme d'une dissertation. Et la dissertation elle est composée de 3 grandes parties. Il y a une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. Au baccalauréat, on demande dans la première partie, donc l'introduction, on demande aux enfants de construire un paragraphe entre 8 à 12 lignes dans lequel ils doivent amorcer un sujet, c'est-à-dire réfléchir sur les différentes définitions, soit de la notion ou des notions liées au sujet. Deuxièmement, ils doivent pouvoir identifier la problématique liée au sujet. Et généralement, la problématique découle toujours de la définition. Donc, si on n'a pas de définition, on ne peut pas aussi avoir de problématique. Et en troisième lieu, les enfants doivent pouvoir annoncer un plan. Le plan prend la forme d'une stratégie argumentative que l'on va développer au développement. Donc, c'est ce qu'on demande dans la première partie. Je reprends l'introduction,
c'est un paragraphe que l'on doit construire entre 8 à 12 lignes contenant 3 éléments. On amorce le sujet, on identifie la problématique et on annonce le plan. Ces 3 points-là comptent sur 15 points dans la grille d'évaluation. Ça, c'est la grille. Si on peut montrer ça rapidement et à votre auditoire, c'est que dans l'introduction, et on demande aux enfants, il faut qu'ils savent amorcer un sujet de façon concise. Ça va compter sur 5 points. Et identifier une problématique sur 5 points. Savoir annoncer un plan sur 5 points. Donc ça c'est évalué sur 15 points. Ça, c'est l'introduction. Dans le développement, on demande aux enfants de construire un développement en 2 parties à raison de 15 à 20 lignes par partie. C'est-à-dire de construire une thèse avec des arguments et de construire une antithèse. Et on s'arrête là. On ne demande pas une synthèse. On demande aux enfants de construire un développement en 2 parties obligatoirement, 15 à 20 lignes, et une antithèse, c'est pareil aussi. Et puis la 3e partie, c'est la conclusion. La conclusion, on demande aussi obligatoirement aux enfants de construire un paragraphe entre 8 à 12 lignes, parce qu'il faut que les parties soient équilibrées. On ne peut pas avoir une introduction en 8-12 lignes et qu'on ait une conclusion entre 4-5 lignes. Il n'y a pas d'équilibre dans les parties. Donc ça, c'est important de comprendre. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on évalue les notes. Donc, on n'est pas dans l'aspect quantitatif, on est dans l'aspect qualitatif dans l'évaluation au baccalauréat. Voilà pourquoi, quand l'enfant, par exemple, il y a des échelles, il y a des compétences. Quand l'enfant obtient entre 2 à 18, il est qualifié de très peu développé. Quand l'enfant obtient entre 20 à 38, il est qualifié de peu développé. Quand l'enfant obtient entre 40 à 58, l'enfant est acceptable, il réussit. La note minimale, c'est 40. À partir de 40, l'enfant réussit déjà, donc il est accepté. Et maintenant, quand l'enfant est développé, c'est qu'il obtient une note entre 60 à 78. Et à partir de 80 à 98, donc jusqu'à 100, l'enfant est très développé. Donc, on n'évalue pas sur le nombre, on évalue les compétences. Là, je comprends. Donc, comme on arrive vraiment vers la fin de cette émission, mais dites-nous, peut-être qu'il parents ou bien d'autres élèves en terminale qui ont suivi l'émission, des conseils un peu pratiques, techniques, rapidement, et pour eux-mêmes qui ont suivi. Je vais terminer avec les deux dernières parties très brièvement. La deuxième partie de l'examen, j'en suis désolé de ne pas répondre directement à votre question. J'espère ne pas déranger pour ne pas être invité la prochaine fois. Et les 2 dernières parties, c'est l'étude de texte et la question de cours à réponse courte. L'étude de texte, c'est une explication de texte. Les questions sont très précises. On pose 4 questions. On demande aux enfants de relever l'idée centrale dans un texte entre 2 à 3 lignes. C'est ce qu'on demande. Ils doivent pouvoir lire le texte, le comprendre et de faire l'idée centrale. L'idée centrale, c'est ce qu'on appelle généralement l'idée séminale. Très souvent, c'est confondu avec la thèse. Il y a des discussions des fois sur la thèse et l'idée centrale, si on fait référence au moins à l'auteur Jacqueline Russe. Dans la deuxième question, on demande aux enfants d'identifier les étapes de l'argumentation. Pourquoi est-ce qu'on demande d'identifier les étapes de l'argumentation? Parce que le texte philosophique qui se présente, c'est un texte argumentatif. Le schéma d'un texte argumentatif est ainsi fait. Il y a un thème, il y a une thèse, il y a des arguments. C'est-à-dire l'enfant doit pouvoir identifier au moins 2 ou 3 arguments dans cette question. Donc il y a une structure. Là, je dois saluer un aîné, c'est le professeur Mathieu Saint-Ville. On s'entend très bien dans cette façon de faire là. Il y a 4 verbes pour nous qui aident aux enfants de mieux répondre à cette question qu'on appelle l'étape de l'argumentation. C'est le verbe débuter, enchaîner, poursuivre, conclure. Quand on a un texte de philosophie, c'est facile de le faire. Il faut comprendre le texte, c'est la mission principale. Mais il faut qu'on ait cette capacité à comprendre ce dont parle le texte. Quel est le thème? Quel est le sujet? Du sujet découle une explication. Donc l'explication va prendre la forme d'une idée centrale ou d'une thèse. Maintenant, la thèse doit être argumentée pour qu'elle tienne. Là, ce qu'on demande techniquement aux enfants, c'est de faire un travail de subdivision. On peut techniquement compter le nombre de phrases et on essaie de résumer chacune des phrases parce que le texte n'est pas long. Et puis on répond à la question. Et la troisième question, c'est une question qui est tirée du texte, qui peut être formulée à partir de l'esprit du texte, ou du moins c'est une question directe.
Ok. qu'on demande d'expliquer, ou demande c'est une question directe. La dernière question, c'est la question, je dirais, classique. Quel est l'intérêt philosophique? La question, elle est simple. Dans l'intérêt philosophique, on demande aux enfants d'identifier le problème philosophique posé. L'auteur nous invite à réfléchir sur quel problème, quelle est la problématique principale de ce texte. Et deuxièmement, quelle est la solution? La solution, c'est la thèse. Ça peut prendre la forme de l'idée centrale. Donc, si on a traité l'idée centrale, on a traité les étapes de l'argumentation, on est aussi capable de traiter l'intérêt philosophique. Le tout à construire dans un paragraphe entre 8 à 10 lignes. Et la troisième partie, pour terminer, c'est la question de cours à réponse courte. La question de cours à réponse courte, c'est bien précisé. Question de cours à réponse courte. On ne demande pas aux enfants de donner une réponse en un mot. On demande aux enfants de construire une phrase, soit sous forme de définition. On peut demander on peut proposer une définition. Quand on peut définir dans un fragment de texte, on demande aux enfants de relever la définition. Donc l'examen, il est plus technique. Maintenant, il y a le fond, il y a la forme. Donc c'est normal que les enfants savent comment présenter une feuille, comment éviter les ratures, etc. etc. C'est le contenu de l'examen. Et cette année-là, on voudrait apprécier le travail du ministère, en même temps la direction de l'enseignement secondaire, qui a pris le soin de communiquer à toute la population les thèmes et les items qui ont été retenus. J'ai vu sur les réseaux sociaux des modèles d'examen partagés à tout le monde. Ah, d'accord, bon, ça c'est très bien pour pouvoir les aider à les canaliser, donc c'est très bien. Donc, c'est vrai, dans ces quelques minutes, on ne saurait voir les détails, mais plus ou moins, je crois que ceux et celles qui nous suivent peuvent apprendre un tout petit peu et de ce que vous avez exposé. Merci vraiment d'avoir été sur le plateau avec nous. C'est à moi de vous remercier, madame, et merci aussi à votre auditoire. Et j'espère que ces conseils vont servir pour les parents et les enfants. Et comme ça, ils pourront avoir le meilleur souvenir de leur vie et d'études classiques grâce à l'interview et aussi à la chaîne 54. Oui, c'est bien ça. Bon, je salue tous mes enfants. Hein. Tous mes enfants, je ne vais pas citer de nom d'école, mais tous mes enfants, tous mes parents, mes amis, je vous salue. Mais je salue spécialement ma maman à la Gonave, Lise Charles Astrel Guerrier, qui m'a donné naissance. C'était la fête des mères. Je l'ai parlé, oui, mais je t'aime beaucoup. D'accord, d'accord. Eh ben, je voudrais terminer cette émission avec l'écrit de Bernard de Fontenelle qui dit « Les vrais philosophes sont comme les éléphants qui, en marchant, ne posent jamais le second pied à terre sans que le premier ne soit bien affermi. » Sur ce, je vous invite à rester sur la télévision Pacifique et pour la suite du programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.